Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 3 mars à la une ce soir. Un an après le crash, la reconstruction commence. Nous serons en duplex de Vouvray où il y a un peu plus d'un an, le crash d'un Alpha Jet faisait un mort et 5 blessés. Une centaine d'enquêteurs qui traquent les comptes inactifs et les contrats en déshérence. C'est le business d'une entreprise florissante basée à Montbazon. En 2015, la boîte comptait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Valoriser les progrès, encourager les initiatives, c'est le pari que se sont lancés plusieurs professeurs d'un collège de Fondettes qui ont choisi l'évaluation positive, une expérimentation lancée par l'Académie d'Orléans-Tours. Bonsoir à tous. Le 10 décembre 2014, une journée noire. Un avion militaire s'écrasait sur un foyer pour handicapés, l'ADAPI à Vouvray. L'accident faisait un mort et 5 blessés. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et le directeur du foyer posaient la première pierre du foyer d'accueil médicalisé, la Bélangerie. Romain Delville, vous êtes sur place à Vouvray. C'est un premier pas ce soir vers la reconstruction du foyer après ce drame. C'est vrai qu'on a d'abord reparlé du drame, beaucoup du drame de ce 10 décembre 2014, car ici, à la Bélangerie, plus rien ne sera jamais comme avant. En effet, vous l'avez dit, un mort, et puis il y avait eu également 6 blessés. Alors depuis, les autres résidents ont été relogés, d'abord à Château-Renaud, puis à Tours, ça c'était à partir de juin 2015. Yves Dimon, qui est directeur général de l'ADAPI et qui gère donc le site de la Bélangerie, est revenu sur la situation un peu chaotique des résidents depuis le crash. Beaucoup d'incertitudes pour un public fragile, réaction dans l'urgence dans un premier temps suite au crash, trouver des solutions le plus rapidement possible, et après plein de mésaventures désagréables sur une relocalisation qui s'est pas encore faite suite à de nombreux incidents quand même qui sont parvenus, mais avec aujourd'hui plutôt de bonnes nouvelles puisqu'on va enfin aboutir à accueillir nos usagers dans de meilleures conditions. Alors, la pose d'un première pierre, c'est d'abord et c'est donc un acte symbolique pour les résidents, le personnel et les familles des résidents. En fait, les travaux ont commencé au début de l'année. Alors, ce futur établissement, c'est 1500 mètres carrés, 500 mètres carrés de plus que le précédent. Il va compter 24 chambres comme le précédent. L'ancien bâtiment, lui, sera détruit. Alors, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a évoqué, comme je vous le disais, tout d'abord le crash de ce 10 décembre 2014 et le nouveau site de la Bélangerie. C'est une bonne chose, le symbole de cette première pierre. Ça veut dire que de belles perspectives s'ouvrent. Dans quelques mois, 14 mois environ, un nouveau foyer sera construit qui permettra d'accueillir l'ensemble des résidents dans de meilleures conditions encore qu'auparavant. Et c'est donc une très belle soirée ici qui nous rassemble à Vouvray. Alors, vous avez entendu la ministre, 14 mois, ça veut donc dire que le futur établissement pourra accueillir les nouveaux résidents à partir du printemps 2017. À noter que le site sera donc reconstruit ici, à Vouvray, sur l'ancien site de la Bélangerie, et ce, après consultation des psychologues qui avaient enquêté, interviewé les résidents, bien sûr, du site de la Bélangerie. Merci beaucoup Romain Delville en duplex de Vouvray. 7 ans de prison. Le verdict de la cour d'assises du Loir-et-Cher est tombé. 7 ans d'emprisonnement à l'encontre de Jean-Michel Coeffeur, aujourd'hui âgé de 65 ans, baptisé le braqueur solitaire par la presse. Il est accusé d'avoir commis 5 braquages avec séquestration dans l'agglomération blésoise entre septembre et décembre 2013. Un dossier très atypique selon l'avocat général. Un nouveau coup de massue pour la pharmacienne de Saint-Cyr-sur-Loire. L'été 2014, Elisabeth Barichard a entamé une grève de la faim qui allait durer 46 jours après 7 mois de suspension de licence. Le tribunal administratif vient d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui autorisait le transfert de la pharmacie Barichard, boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire, dans une galerie marchande à 2 km du quartier d'origine. On s'intéresse à présent à une entreprise florissante à Montbazon. Plus d'une centaine d'enquêteurs traquent les comptes inactifs et les contrats en déshérence, une mission qui résulte de l'application de la loi Eckert entrée en vigueur au 1er janvier 2016. État civil, mairie, voisinage, les techniques d'enquête sont multiples et confidentielles. Pour retrouver les propriétaires de certains comptes, en 2 ans, cette boîte a vu son activité augmenter de 150%. Audrey Champigny.
Qui aurait cru que derrière ces murs, noyés en pleine zone artisanale, à Montbazon, de véritables enquêteurs menaient tous les jours un travail de fourmi. Leur mission ne consiste pas à traquer le crime, mais à retrouver les propriétaires ou ayants droit de comptes bancaires ou de contrats d'assurance en déshérence. Ici, pas de loupe ni d'appareil photo, mais un ordinateur avec une base de données, un téléphone et une solide expérience d'investigation. Olivier Auria, le directeur d'ATER, l'agence Tourangelle d'enquête et recherche, a sous ses ordres plus d'une centaine d'enquêteurs. Alors là, on rentre au sein du département enquête. Donc c'est un espace sécurisé où seuls les collaborateurs du département enquête peuvent avoir accès. Voilà. Donc après, nous avons des bureaux individuels. Chaque collaborateur dispose d'un espace de travail qui lui est propre. Car ici, la clause numéro 1, c'est celle de la confidentialité. Formé sur le plan juridique et financier, chaque enquêteur traite en moyenne 6 à 10 dossiers par jour. Mais parfois, l'enquête peut se révéler plus compliquée que prévu. On a des archives en ligne pour les très vieux décès qu'on peut consulter et donc éditer. On a des retours d'état civil faits par les mairies puisqu'on demande systématiquement un acte de décès sur tous nos dossiers. Donc de fait, on débute par la vérification de l'état civil. Donc si l'intéressé est décédé, on va plutôt s'intéresser aux successeurs. Et si l'intéressé est vivant, on va essayer de le localiser par des moyens divers et variés. Donc on utilise le voisinage, la municipalité de proximité, les réseaux sociaux. Ça, on a déjà eu un cas où j'ai retrouvé la conjointe 32 ans après le décès de son époux. Et cette dame avait quitté totalement, elle était en Australie. Donc forcément, le client ne pouvait pas avoir connaissance d'adresse ou de contact avec cette dame. Et cette dame, elle n'avait aucune idée que son mari avait un compte Du tout. Rien que pour le début de l'année 2016, ce sont déjà plus de 250 000 comptes en cours à identifier. En 2 ans, et grâce à la loi Eckert, la société ATER a vu son activité augmenter de 150%. Il y a une augmentation significative des demandes depuis le dispositif Eckert, puisque, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 18 derniers mois, c'est-à-dire juin 2014 à fin 2015, nous avons identifié, et retrouvé et localisé 58 000 personnes. Pour chaque dossier élucidé, soit près de 90% pour l'agence ATER, la banque demandeuse doit débourser 100 €. Un business lucratif pour l'entreprise Tourangelle qui comptait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2015. Des référents quartiers castés par la municipalité pour alerter la gendarmerie au moindre mouvement suspect. C'est l'expérience que mène le préfet d'Indre-et-Loire, la gendarmerie et le maire d'Amboise. Amboise, une commune où les cambriolages ont augmenté de 48% entre 2014 et 2015. Ils ont donc décidé de mettre en place un nouveau dispositif baptisé Participation citoyenne qui dit vouloir adopter une attitude vigilante et solidaire. Lina Bensenossi et Rodolphe Rio. Une convention en 3 exemplaires. Si le dispositif de protection citoyenne a déjà été mis en place à plusieurs reprises dans le département, c'est la première fois qu'il s'applique à une commune aussi grande que celle d'Amboise. Ce protocole permet dans une commune d'avoir des référents par quartier qui sont à écoute et qui regardent ce qui se passe dans leur quartier et qui signalent directement à la gendarmerie les faits qui peuvent leur paraître curieux, inhabituels. Ça relève d'une opération globale que je qualifierais de tranquillité publique. C'est rassurant pour les citoyens. Je pense que c'est aussi une opération de nature à dissuader des personnes non connues ici en Amboise qui seraient tentées de commettre des vols. Ces référents de quartier se manifestent sur la base du volontariat, mais ils sont tout de même choisis par le maire. Attention toutefois à ne pas confondre vigilance et dénonciation. Ça n'est pas un système un réseau de délation de son voisin, mais bien un système participatif entre habitants du même quartier, je dirais, qui permet un échange d'informations avec les services de l'État de proximité. Accroître la protection citoyenne, une initiative sécurisante que les Amboisiens accueillent plutôt bien. Je trouve que c'est une bonne idée, qu'on peut le prendre comme une bonne initiative de permettre aux différents citoyens, commerçants et habitants de la rue d'être solidaires les uns des autres, sans que ce soit pour autant de la délation. Je trouve ça rassurant, même pour nous.
de savoir qu'il y a quelqu'un qui surveille sa maison pendant notre absence, que ce soit pour un voisin, je pense que je ferai la même chose. Si je vois quelque chose qui passe par la fenêtre ou qui force un petit peu, non, je trouve que c'est rassurant, bien au contraire. Une surveillance qui pourrait dissuader les cambrioleurs. Entre 2014 et 2015 à Amboise, les vols dans les habitations principales ont subi une hausse de 48%. Valoriser les progrès, encourager les initiatives. L'évaluation positive est l'objet d'une expérimentation menée au cours de l'année 2014-2015 dans l'Académie d'Orléans-Tours. Demain, les conclusions des chercheurs seront présentées à Orléans. Reportage ce soir au collège Jean Roux à Fondette en Indre-et-Loire, où un tiers des professeurs ont choisi de ne plus évaluer un élève sur sa performance, mais sur ses compétences. Une méthode douce d'enseignement qui fait ses preuves. Amanda Breuer-Rivera. C'est comme d'habitude, vous prenez une copie double. Je vais distribuer les sujets à l'envers. Ici, pas de notes sur 20 à la fin du contrôle. Leur professeur veut évaluer leurs compétences et non leur performance. Les copies sont rendues avec une mention excellent, acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. Chaque examen teste leurs connaissances sur un seul domaine. Lecture, écriture, orale ou connaissances linguistiques. À la fin du trimestre, les meilleurs résultats par compétences forment une note sur 20. Moi, je trouve ça bien parce que du coup, déjà, ça nous permet d'avoir des notes un petit peu plus hautes que celles qu'on a habituellement. Et puis, ça nous soulage un peu parce que du coup, on a moins la pression plutôt. Autre particularité de cette notation, la transparence des critères d'évaluation. Après une explication orale et parfois des exercices d'entraînement au contrôle, les élèves doivent remplir un tableau d'auto-évaluation. Quand on a l'évaluation des grammaires, elle nous fait un entraînement à l'évaluation. C'est-à-dire qu'elle nous fait la même chose sur le contrôle. Et sur le contrôle, elle change juste les verbes et les phrases. Du coup, c'est facile d'avoir une bonne note. Depuis la rentrée 2014, Élodie Fournier a mis en place cette méthodologie. Elle a remarqué que cette méthode permet de dédramatiser l'évaluation. Elle donne le temps à chacun d'avancer à son rythme. Surtout, elle lui permet d'évaluer plus finement ses élèves. Avant, quand je faisais une évaluation, souvent, un élève pouvait avoir 12 et être bon en langue ou pas, ou être bon en lecture ou pas, alors que là, comme je fais essentiellement des évaluations que de lecture, ou que d'écriture, ou que de langue, ça me permet de mieux cerner l'élève. Moins de pression, plus de transparence et d'implication. Un cercle vertueux qui toutefois peut démotiver les compétiteurs ou ceux qui se contentent de la mention acquis. Ce dispositif est encore en expérimentation et basé sur le volontariat des professeurs. À suivre, les tarifs des notaires revus à la baisse dès le 1er mai, soit une baisse de 2,5% en moyenne. Une réduction qui pourra atteindre 70% pour les plus petites opérations. Selon les notaires, la baisse de la rémunération pour les clients ne compensera pas la hausse des sommes dues aux collectivités, mais elle pourrait bien mettre en péril de nombreux offices ruraux. On en parle tout de suite avec notre invité.